Salut les amis, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un truc de FOU, une histoire qui a secoué les États-Unis et qui prouve, une bonne fois pour toutes, que les clichés sur la France ont la vie dure, mais qu'ils peuvent voler en éclats de la manière la plus spectaculaire qui soit. Accrochez-vous, car ce qui s'est passé est tout simplement incroyable. Tout commence à New York, au cœur de Manhattan, dans l'un des lycées les plus prestigieux et élitistes du pays, la Spence School. Un établissement où les frais de scolarité annuels s'élèvent à plus de 60 000 $. L'automne dernier, 25 élèves de cette école, des jeunes filles issues des familles les plus fortunées d'Amérique, se sont envolées pour un voyage d'études en France. Et c'est au retour que tout a explosé. Une simple vidéo, postée par ces étudiantes sur les réseaux sociaux, a atteint 2 millions de vues, se propageant comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Et les réactions des Américains qui l'ont vue étaient unanimes. Un mélange de choc, d'incrédulité et de jalousie. C'est vraiment ça, la France? Mais alors, sommes-nous vraiment un pays développé? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça chez nous? Le phénomène a pris une telle ampleur que les parents d'élèves ont inondé l'école d'appels, exigeant que le prochain voyage scolaire se fasse, lui aussi, en France. Le professeur qui les accompagnait, un homme avec 20 ans d'expérience, a lui-même confié « J'ai visité plus de 40 pays avec des élèves, mais c'est la toute première fois que je les vois subir un tel choc culturel. » Alors, que s'est-il passé pendant ces 5 jours et 4 nuits qui ont tout changé? Aujourd'hui, je vous donne la parole. Écoutez le témoignage de ce professeur américain, écoutez cette histoire qui va vous rendre fier. Et juste avant de commencer, si vous pouviez laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça nous donnerait une force immense pour continuer à vous raconter la France comme vous ne l'avez jamais vue. Bonjour, je m'appelle Mike Anderson et je suis professeur à New York depuis 20 ans. L'automne dernier, j'ai vécu le voyage le plus inoubliable de ma carrière. Notre destination, Paris, en France. Notre école est l'une des plus sélectes de Manhattan. Les 25 lycéennes qui participaient à ce voyage étaient, pour la plupart, des filles de l'élite américaine. Des filles de magnats de la finance de Wall Street, d'avocats de grands cabinets, de chirurgiens renommés. Leurs parents, un an avant le départ, s'étaient montrés incroyablement nerveux, presque hostiles à l'idée de ce voyage. Lors des réunions, ils brandissaient des articles de presse parlant des grèves à répétition, des voitures brûlées en banlieue, des alertes terroristes. Ils parlaient avec effroi du fameux « syndrome de Paris », cette déception aiguë que ressentent certains touristes face à la réalité de la ville, qu'ils imaginent bien plus sale et agressive qu'en photo. Ils craignaient pour la sécurité de leurs filles, persuadés qu'elles allaient débarquer dans un pays du tiers-monde, chaotique et dangereux. En 20 ans de carrière, j'ai emmené des élèves dans plus de 40 pays. Les grandes capitales européennes, les sites culturels d'Amérique du Sud, les merveilles de l'Asie et de l'Océanie. J'avais à peu près tout vu. Je m'attendais donc à ce que ce voyage en France soit une expérience similaire, intéressante mais prévisible. J'étais loin, très loin, de me douter de ce qui nous attendait. Nous avons atterri à l'aéroport Charles de Gaulle peu après 23 heures. Dès l'instant où nous sommes sortis de l'avion et avons pénétré dans le terminal, le premier choc a eu lieu. Malgré l'heure tardive, l'aéroport fonctionnait à la perfection, comme en plein jour. L'aéroport JFK de New York, à 22 heures, est un lieu fantomatique. Plus de la moitié des commerces sont fermés, les lumières sont tamisées, et la propreté laisse cruellement à désirer. Mais Roissy-Charles de Gaulle. C'était un autre univers. Au bureau d'information, les agents nous ont accueillis avec des sourires éclatants. Ce qui m'a stupéfié, c'est que leurs expressions ne trahissaient aucune fatigue liée au travail de nuit. C'était comme s'ils attendaient nos questions avec une bienveillance naturelle, un plaisir sincère d'aider. Puis j'ai baissé les yeux vers le sol, et je n'en ai pas cru mes yeux. Le sol en granito brillait comme un miroir. Je n'arrivais pas à comprendre comment le sol d'un aéroport, foulé par des dizaines de milliers de personnes chaque jour, pouvait rester dans un tel état de propreté. Le personnel de nettoyage semblait opérer comme un système intégré, un balai silencieux et efficace, effaçant instantanément chaque trace laissée par les voyageurs. En passant devant les toilettes, ma surprise fut encore plus grande.
Un agent d'entretien se tenait à l'entrée, saluant les usagers d'un signe de tête respectueux. Une scène absolument inimaginable aux États-Unis. Les toilettes de JFK sont souvent imprégnées d'une odeur désagréable, et il n'est pas rare que le papier toilette manque pendant des heures. Pendant que nous attendions au contrôle des passeports, j'ai observé les visages de mes élèves. Elles avaient toutes les yeux grands ouverts, balayant du regard l'immense hall. L'une d'elles s'est approchée de moi et m'a murmuré : « Monsieur, pourquoi cet aéroport est-il si propre et si silencieux ?» Je n'avais pas de réponse précise. Je me suis contenté de penser que la France était peut-être, fondamentalement, un pays différent de l'image que nous en avions. Au contrôle des passeports, nous avons subi notre deuxième choc. Bien que nous soyons un groupe d'étudiantes étrangères arrivant à l'improviste, le personnel de l'aéroport n'a montré aucun signe de panique. Au contraire, un agent parlant un anglais impeccable a été immédiatement dépêché pour nous aider. Tenant compte de l'âge des filles, il a expliqué chaque étape de la procédure lentement et clairement. Devant les portiques automatiques du système paraphe, si une élève hésitait, un agent accourait aussitôt pour la guider. L'interface de l'écran, disponible en plusieurs langues, dont l'anglais, était si intuitive que toutes les filles ont pu passer sans la moindre difficulté. Aux États-Unis, le contrôle à l'immigration prend souvent 1 à 2 heures. Les files d'attente sont interminables, le personnel est rarement aimable, les questions sont inquisitrices et l'expérience est souvent désagréable. À Charles de Gaulle, l'intégralité du processus a été bouclée en moins de 15 minutes. En nous dirigeant vers la livraison des bagages, nos yeux ont été attirés par un immense panneau d'affichage électronique. Il indiquait non seulement l'emplacement exact de nos bagages et le numéro du carrousel, mais aussi le temps précis, à la minute près, avant leur arrivée. À JFK, trouver ces valises est une épreuve qui peut durer plus d'1 heure. On ne sait jamais d'où elles vont sortir, il faut attendre, guetter. En France, il suffisait de suivre les indications. Et nos bagages sont arrivés, à l'heure exacte annoncée. À ce moment précis, j'ai compris. Il ne s'agissait pas seulement de l'excellence d'un aéroport. C'était le mode de fonctionnement de tout un pays qui était différent. En sortant du terminal pour attendre notre bus, j'ai vu le changement s'opérer sur les visages de mes élèves. La nervosité initiale face à un pays inconnu avait disparu, remplacée par une lueur de curiosité intense. Il était minuit passé quand nous sommes montés à bord du bus. L'intérieur était d'une propreté impeccable, les sièges étaient confortables. Le chauffeur, voyant que nous étions étrangers, nous a accueillis avec un anglais chaleureux, expliquant que le trajet jusqu'au centre de Paris prendrait environ 50 minutes et nous demandant gentiment de boucler nos ceintures. Le bus s'est élancé, et le paysage nocturne a défilé sous nos yeux. Malgré l'heure tardive, l'autoroute était parfaitement éclairée, chaque lampadaire planté à un intervalle précis. Le trafic était fluide, ordonné. Aucune voiture ne zigzaguait, aucun klaxon ne retentissait. Une route de nuit à New York évoque une sensation d'obscurité, de danger latent. Ici, c'était un autre monde. En entrant dans le centre-ville, une petite agitation a parcouru les rangs des élèves. Leurs yeux s'étaient fixés sur les supérettes et les petits commerces visibles depuis la fenêtre. En pleine nuit, ils étaient encore illuminés, et des gens y entraient et sortaient tout naturellement. À New York, après 23 heures, hésiterait-on à entrer seul dans un convenience store, par crainte d'une agression. Mais à Paris, même après 1 heure du matin, de jeunes femmes marchaient seules dans la rue. On ne sentait aucune trace de peur ou d'insécurité. Elles se promenaient nonchalamment, des écouteurs sur les oreilles, sortant d'un Franprix un Anka à la main, l'air parfaitement serein. Une élève, le visage collé à la vitre, a murmuré : « C'est absolument impossible de voir ça aux États-Unis. » Et c'était vrai. À New York, il est impensable qu'une femme se promène seule dans la rue à 2 heures du matin. Elle prendrait un taxi, se ferait accompagner, ou plus probablement, elle ne sortirait pas du tout. Mais à Paris, cela semblait faire partie du quotidien. En approchant du cœur de la ville, les grands immeubles haussmanniens sont apparus, leur lumière brillant dans la nuit. La ville semblait vivante, une cité qui ne dormait jamais. La vue depuis le pont Alexandre III était à couper le souffle.
La tour Eiffel scintillait encore, et les lumières des bâtiments environnants rivalisaient avec la splendeur nocturne de Manhattan, avec peut-être même une touche plus grandiose, plus historique. Nous sommes arrivés à notre hôtel, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, après 2 heures du matin. Et là encore, stupéfaction. Le quartier était encore plein de vie. Les terrasses des brasseries ouvertes 24h24 étaient éclairées, des gens y discutaient encore. Manhattan est aussi surnommée la ville qui ne dort jamais, mais la dimension était différente. La nuit à Manhattan est une expérience qui se vit avec une conscience du danger. La nuit parisienne, elle, semblait ouverte et accessible à tous. Lors du check-in, nous avons vécu une dernière touche d'humanité. Le réceptionniste, tenant compte de l'âge des filles, nous a attribué des chambres dans une aile calme de l'hôtel. Il a pris le temps de nous expliquer en détail les horaires du petit déjeuner et les commodités du quartier. Malgré leur avancée, il n'a montré aucun signe de lassitude, nous offrant au contraire un accueil sincère et chaleureux. Dans l'ascenseur qui nous menait à nos chambres, les élèves se sont regardés. Même sans dire un mot, je sentais que nous pensions tous la même chose. Nous avions seulement fait le trajet de l'aéroport à l'hôtel, un simple déplacement d'1 heure, mais nous avions l'impression d'avoir atterri dans un monde radicalement différent de tout ce que nous connaissions. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil tout de suite. Je n'arrivais pas à imaginer ce que ce pays nous réservait encore pour les jours à venir. Quelques heures plus tard, plusieurs élèves, incapables de dormir à cause du décalage horaire, ont commencé à s'agiter dans le couloir. Elles avaient faim. J'ai regardé ma montre, à peine 6 heures du matin. Honnêtement, j'étais embarrassée. Dans n'importe quel pays, trouver un restaurant ouvert à une heure aussi matinale est un défi. À New York, à 6 heures du matin, dénicher un repas décent est une véritable épreuve. Le petit déjeuner de l'hôtel ne commençait qu'à 7 heures, et je ne pouvais pas laisser les filles attendre 1 heure entière. J'ai appelé la réception, leur demandant s'il existait un endroit ouvert si tôt dans les environs. L'employé m'a répondu avec un sourire dans la voix, « Mais bien sûr, monsieur. Juste au coin de la rue, vous avez une boulangerie qui ouvre ses portes à 6 heures précises. » Entendre que l'on pouvait manger si tôt me paraissait surréaliste. Accompagnée de cet élève, je suis sortie de l'hôtel. L'air matinal était frais, mais la ville commençait déjà à s'éveiller. Des joggeurs, des employés se pressant vers le travail, des jeunes sortant d'une supérette avec un café à la main. Paris était une ville qui vivait dès l'aube. En poussant la porte de la boulangerie, une vague d'air chaud et une odeur divine nous ont enveloppés. Quelques clients étaient déjà là, un homme d'âge mûr lisant son journal en solitaire, une jeune femme travaillant sur son ordinateur portable, et 2 employés à l'air fatigués, sans doute sortant d'une nuit de travail. J'étais stupéfait de voir un commerce fonctionner avec un tel naturel à 6 heures du matin. Mais le vrai choc est venu en regardant les prix. Mes yeux se sont écarquillés. Un croissant pour 1,20 €, un pain au chocolat pour 1,30 €. Converti en dollars, c'était d'une modicité incroyable. À Manhattan, un petit déjeuner coûte au minimum 15 à 20 $ par personne, et il ne s'agit souvent que d'un café et d'un sandwich médiocre. La boulangère, en voyant notre groupe d'étrangers, n'a montré aucune impatience. Son anglais était limité, mais avec des gestes et en nous montrant les viennoiseries, elle a communiqué avec nous avec une aisance remarquable. Entendant que les filles n'avaient jamais goûté, elle leur a recommandé avec enthousiasme ses spécialités. La vitesse du service était aussi déconcertante. Moins de 5 minutes après avoir commandé, notre plateau était chargé de croissants dorés et de pain au chocolat encore chaud. Une des élèves a pris un croissant, l'a mordu, et ses yeux se sont instantanément agrandis. C'est délicieux, n'arrêtait-elle pas de répéter, dévorant sa viennoiserie en un clin d'œil. Les autres ont suivi, et l'ambiance est devenue joyeuse. Au moment de payer, nouvelle surprise. Pour cette personne qui avait mangé à leur faim, la note totale était d'environ 15 €, moins de 20 $. À Manhattan, pour un petit déjeuner à 7, il faudrait prévoir au moins 150 $. En nous rendant la monnaie, la boulangère nous a dit au revoir, bonne journée, et nous a même offert 2 croissants supplémentaires.
Malgré la barrière de la langue, cette gentillesse envers des étrangers débarquant à l'aube était touchante. En sortant de la boulangerie, les élèves ne cessaient de s'exclamer « C'était incroyable, c'était pas cher, et la dame était si gentille ». Trouver ces trois qualités réunies en un seul lieu est une chose rare aux États-Unis. Elle secouait la tête, incrédule. Sur le chemin du retour, nous sommes passés par un Monoprix, car certaines voulaient acheter des encas. En entrant, ce fut un autre monde. Malgré l'heure matinale, le magasin était aussi impeccable qu'un grand magasin, les rayons parfaitement achalandés. Les supérettes de New York sont souvent étroites, sombres, et le choix est limité. La nuit, certaines zones sont même condamnées par crainte des vols. Mais les commerces français étaient totalement différents. Plus étonnant encore, la diversité des services proposés. On y vendait non seulement de la nourriture, mais on pouvait aussi y développer des photos, y retirer des colis. Les élèves trouvaient tout nouveau, regardant partout. L'une d'elles a découvert des bouteilles d'orangina et s'est exclamée, amusée par la forme unique de la bouteille et la nécessité de la secouer. Chacune en a pris une, se prenant en photo avec. Elle trouvait étrange qu'il y ait tant de produits qu'elle n'avait jamais vus en Amérique. Le caissier nous a salués avec un sourire, nous souhaitant la bienvenue en France. Il n'a montré aucune gêne ni agacement face à notre groupe d'étrangers, bien au contraire, on sentait une chaleur dans sa façon de nous parler. En sortant du magasin, une élève a murmuré « La France est comme un pays qui vit 24 heures sur 24. C'est fou de penser qu'on peut avoir tout ce dont on a besoin à n'importe quelle heure. » Aux États-Unis, le dimanche, une grande partie des commerces est fermée. Ici, même au petit matin, tout semblait fonctionner. Sur le chemin du retour, j'ai été une fois de plus frappée par la propreté des rues. Pas un seul déchet par terre. On pouvait déjà voir les agents de la voirie balayer les trottoirs. La ville entière fonctionnait comme un organisme vivant. De retour dans le hall de l'hôtel, les autres élèves commençaient à se lever. En nous voyant, elles nous ont demandé où nous étions allés. En entendant notre récit de petit déjeuner matinal, elles étaient toutes envieuses, nous faisant promettre de les y emmener la prochaine fois. Et ce n'était que le début. Les vraies surprises n'avaient pas encore commencé. À 9 heures, notre programme officiel a débuté. Première destination, les quais de Seine, près de Notre-Dame, un lieu que le personnel de l'hôtel nous avait recommandé pour observer la vie quotidienne des Parisiens. Nous avons décidé de prendre le métro. Pour des étudiantes américaines, les transports en commun sont une expérience étrange. New York a bien un métro, mais la plupart des filles se déplacent en voiture avec leurs parents ou en Uber. Elles n'utilisent presque jamais le métro, le percevant comme un lieu dangereux. Dès l'instant où nous sommes entrés dans la station de métro, les élèves ont poussé des exclamations de surprise. L'intérieur était d'une propreté immaculée. Le sol brillait, les murs étaient sans la moindre tache. L'air était agréable, sans l'odeur désagréable typique des souterrains. Plus surprenant encore, l'interdiction de manger et de boire était strictement respectée, même le chewing-gum était proscrit. Je me suis souvenu du métro de New York. Sombre, humide, avec des rats qui courent sur les voies. C'était une dimension totalement différente. Certains diront que c'est parce que les infrastructures new-yorkaises ont plus de 100 ans, mais en voyant le métro parisien, j'ai pensé que ce n'était qu'une excuse. En descendant les escalators vers le quai, les filles ont remarqué que tout le monde se tenait instinctivement sur la droite, laissant le côté gauche libre pour ceux qui étaient pressés. Malgré la profondeur, la ventilation était excellente, on ne sentait pas l'atmosphère confinée d'un souterrain. Les élèves n'arrêtaient pas de regarder autour d'elles et de prendre des photos. Une fois sur le quai, les gens attendaient en file. Ils se plaçaient en 2 rangées bien ordonnées, suivant les marquages au sol. Personne ne doublait ni ne poussait. J'ai regardé le panneau d'affichage et j'ai été à nouveau stupéfait. Il indiquait que la prochaine rame arriverait dans exactement 1 minute et 27 secondes. Une des étudiantes a regardé sa montre et a confirmé que le métro est arrivé à la seconde près. Le métro de New York, on ne sait jamais quand il va arriver. On peut attendre 10 minutes pour rien, et soudain voir 3 rames arriver à la suite. Les New-Yorkais n'ont aucune confiance dans les horaires du métro.
Mais à Paris, le temps était respecté avec une précision chirurgicale. Lorsque les portes du wagon se sont ouvertes, le comportement des gens était impressionnant. Pour laisser sortir les passagers, les gens sur le quai se sont écartés des deux côtés. Une fois que tout le monde était descendu, ils sont montés à leur tour, dans l'ordre. Pas de bousculade, pas de dispute. Dans le métro de New York, dès que les portes s'ouvrent, c'est la foire d'empoigne. Ceux qui descendent et ceux qui montent se mélangent, parfois en criant. Il n'est pas rare d'assister à des altercations. Habituées à ce spectacle, les filles semblaient sans voix face à l'ordre qui régnait dans le métro parisien. L'intérieur de la rame était tout aussi propre. Les sièges en plastique bleu foncé étaient sans graffiti, le sol sans déchets. Les barres de maintien étaient alignées, la climatisation fonctionnait à plein régime, rendant l'atmosphère confortable. Le bruit était faible, permettant de converser facilement. Une élève a fait une découverte étonnante, il y avait du réseau Internet dans le métro. Cela peut sembler évident, mais c'est impensable dans le métro de New York, où l'on est complètement hors ligne dans les tunnels. Les filles ont immédiatement commencé à envoyer des photos à leur famille et à poster sur Instagram. Arrivés à notre station, nous sommes remontés à la surface. Le spectacle des quais de Seine s'est offert à nous, et les élèves ont à nouveau poussé des cris d'admiration. Le large fleuve, les espaces verts qui s'étendaient sur les deux rives, et les ponts au loin formaient un paysage urbain parfaitement aménagé. En nous promenant, nous avons plongé dans le quotidien des Parisiens. Des gens qui couraient, d'autres à vélo, des personnes âgées pratiquant le tai chi. Il était incroyable de voir autant de monde faire de l'exercice un matin de semaine. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les équipements sportifs publics installés le long de la Seine. En voyant un panneau indiquant que leur utilisation était gratuite pour tous, les élèves étaient abasourdis. Aux États-Unis, pour faire du sport, il faut payer un abonnement à une salle de sport, qui peut facilement dépasser $100 par mois. Mais ici, tout citoyen pouvait s'entraîner gratuitement. Un vieil homme utilisait l'un des appareils. Une élève a pris son courage à deux mains et s'est approchée. Bien qu'ils ne parlent pas la même langue, ils ont communiqué par gestes, et le vieil homme lui a montré en souriant comment utiliser l'appareil. Il a expliqué qu'il venait ici tous les jours. En le regardant, les filles ont hoché la tête. Elles disaient comprendre pourquoi les personnes âgées ici semblaient en si bonne santé. Parce qu'il existait un environnement aussi propice à l'exercice. Assis sur un banc pour nous reposer, nous avons observé les alentours. Il y avait beaucoup de familles. Un père faisant du vélo avec son enfant, des mères poussant des poussettes. Une scène de paix quotidienne, digne d'une peinture. Les personnes promenant leurs chiens ont particulièrement attiré notre attention. Tous les chiens étaient tenus en laisse, et leur maître avait un sac pour ramasser leurs déjections. En voyant un homme nettoyer méticuleusement derrière son chien, les élèves étaient admiratives. À New York, bien que la loi l'exige, peu de gens la respectent. Vers midi, nous avons assisté à une scène étonnante. Près des quais, de nombreux petits stands et cafés vendaient des repas à emporter, et les gens achetaient des sandwichs ou des salades pour s'asseoir dans l'herbe et manger. Nous avons décidé de les imiter. Nous avons acheté des sandwichs et des boissons dans un commerce voisin, et nous nous sommes installés au bord de l'eau. Une brise fraîche soufflait, et le fleuve scintillait sous le soleil. Les élèves n'arrêtaient pas de prendre des photos, disant que c'était la première fois qu'elles vivaient une telle expérience. Après avoir mangé, quelque chose d'encore plus surprenant s'est produit. Sans que personne ne le leur demande, les élèves ont commencé à ramasser spontanément leurs déchets. Elles imitaient les Parisiens qu'elles voyaient autour d'elles. En cherchant une poubelle, j'ai à nouveau balayé du regard les quais. Il n'y avait pas un seul déchet par terre. Un espace si grand, avec autant de monde, et pourtant le sol était impeccable. Central Park à New York est envahi de détritus le week-end. On dit que c'est par manque de personnel de nettoyage, mais en voyant les quais de Seine, j'ai pensé que c'était avant tout une question de conscience citoyenne. Avant de quitter les lieux, une dernière chose a attiré notre regard, le système de vélos en libre service, Vélib. Des vélos verts et gris alignés dans leur station. On nous a expliqué qu'on pouvait facilement en louer un avec une carte de transport ou un smartphone.
Une élève a vérifié le prix et n'en revenait pas. Les 30 premières minutes pouvaient même être gratuites, puis c'était quelques euros par demi-heure. C'était d'une accessibilité incroyable. New York a aussi son City Bike, mais les prix sont beaucoup plus élevés, et l'état des vélos n'est pas toujours bon. De plus, les vols et les dégradations sont si fréquents qu'on hésite souvent à les utiliser. Nous avons quitté les quais vers 14 heures. Les élèves disaient qu'elles se souviendraient longtemps de ce moment passé au bord de la Seine. La sécurité, la propreté, et une culture où les gens prenaient soin les uns des autres, voilà ce qui les avait le plus marqués. Nous nous sommes ensuite dirigés vers notre prochaine destination, le quartier latin et la librairie Shakespeare & Company. Les filles voulaient faire du shopping, mais il y avait un endroit que je tenais absolument à leur montrer. En pénétrant dans le dédale de rues anciennes, les élèves étaient déjà fascinés. Mais en arrivant devant la célèbre façade verte de la librairie, elles ont été véritablement captivées. En entrant, leur surprise fut totale. Le sol en bois qui craque, l'éclairage chaleureux, les étagères débordant de milliers de livres du sol au plafond. Ce n'était pas une simple librairie, mais un sanctuaire dédié à la littérature et à l'art. Mais ce que je voulais surtout leur montrer, ce n'étaient pas les murs, c'étaient les gens qui lisaient à l'intérieur. En plein après-midi de semaine, de nombreux jeunes étaient assis, un livre à la main. Certains dans les fauteuils prévus à cet effet, d'autres simplement par terre, silencieusement absorbés par leur lecture. Ce qui était particulièrement frappant, c'était de voir des jeunes de leur âge. Une élève m'a demandé, « Ils ne sont pas en cours ?» J'ai répondu que c'était probablement leur façon de passer leur temps libre. En entendant cela, les élèves étaient pleines de respect. Cette culture où des jeunes préfèrent passer leur temps dans une librairie plutôt que dans un café ou un centre commercial était difficile à imaginer aux États-Unis. À Manhattan, les jeunes passent leur temps libre à faire du shopping, à traîner ou à être sur leur téléphone. Nous sommes restés environ 1 heure dans la librairie. Les filles ont exploré les rayons, chacune trouvant un livre qui l'intéressait. L'une lisait un guide sur Paris en anglais, une autre feuilletait un livre d'art, s'émerveillant des paysages français. En quittant la librairie, une élève a dit « Je crois que je comprends pourquoi la France est un pays si cultivé. C'est parce qu'il y a cette culture où les gens n'arrêtent jamais d'apprendre et de lire. » Cette passion pour la connaissance semblait être le moteur de tout le pays. Les autres ont acquiescé. Aux États-Unis, il y a une sorte d'ambiance anti-intellectuelle, où lire est considéré comme ennuyeux et où les élèves studieux sont parfois vus comme des nerds. En France, c'était tout le contraire. La visite culturelle a été suivie d'une séance de shopping, mais pas n'importe où. Je les ai emmenés dans une pharmacie française. Les filles ont d'abord été surprises, mais leurs yeux se sont vite illuminés. Elles se sont précipitées vers les rayons de cosmétiques. Les produits de soins français sont réputés dans le monde entier. En entrant, le pharmacien nous a accueillis en anglais. Les marques étaient soigneusement alignées, et le personnel, observant la peau de chaque élève, leur recommandait des produits adaptés, expliquant en détail leur utilisation. Les filles étaient touchées par ce niveau de service, une chose quasi impossible à trouver dans les magasins américains. L'une d'elles a acheté un sac entier de produits, non seulement pour elle, mais aussi pour sa mère, sa sœur et ses amis. Elle était ravie, répétant que les prix étaient raisonnables et la qualité exceptionnelle. Le soir, nous nous sommes rendus dans le quartier du Marais, pour leur montrer la culture jeune de Paris. En sortant du métro, une atmosphère vibrante nous a saisis. La musique, les rires, les enseignes colorées. Tout le quartier piétonnier semblait en fête. En marchant, nous avons vu des artistes de rue. Un groupe de jeunes dansait sur de la musique électro, leur chorégraphie était si précise qu'on aurait dit des professionnels. Après leur performance, la foule a applaudi, et plusieurs personnes ont glissé un billet dans leur chapeau. Les danseurs ont remercié en s'inclinant. Les élèves étaient admiratives, n'en revenant pas du niveau des spectacles de rue. À New York, il y a aussi des artistes de rue, mais le niveau est souvent médiocre, et les environs sont généralement sales. On craint les pickpockets en regardant un spectacle, donc on n'ose pas s'attarder. Mais les rues du Marais étaient sûres et propres, on pouvait profiter du spectacle en toute tranquillité. En continuant notre chemin, nous avons découvert un petit marché de créateurs.
De jeunes artistes vendaient leurs propres œuvres, des bijoux aux objets d'artisanat, chaque pièce était pleine de personnalité. Devant un stand, les élèves se sont arrêtés. Une créatrice vendait des boucles d'oreilles réinterprétant de manière moderne les motifs traditionnels français. Elle a expliqué en anglais que c'était une fusion entre la tradition et la modernité. Plusieurs filles en ont acheté, heureuses d'avoir un souvenir si spécial. Un autre stand vendait des calligraphies. Une élève a demandé à l'artiste d'écrire son nom en français. L'artiste a accepté avec plaisir. On m'a dit que cet élève avait maintenant cette œuvre accrochée dans sa chambre. En se promenant dans le marché, les élèves discutaient. Elles enviaient les jeunes artistes d'avoir un espace pour s'exprimer librement. Aux États-Unis, de telles opportunités sont rares. Mener une activité artistique à New York coûte une fortune, les loyers sont exorbitants, et les jeunes créateurs ont du mal à survivre. Mais à Paris, un terreau fertile était offert aux jeunes pour qu'ils puissent exprimer leur talent. Les filles y voyaient la preuve du soutien de la France à la culture et aux arts. Nous nous sommes arrêtés devant un café au design unique, un mélange harmonieux entre un bâtiment ancien et un éclairage moderne. Les filles ont voulu entrer, et nous avons poussé la porte. L'intérieur était encore plus spécial. Des œuvres d'art étaient accrochées au mur, des étagères étaient remplies de livres. Ce n'était pas seulement un endroit pour boire un café, mais un espace pour profiter de la culture. Assis à notre table, j'ai observé les alentours. De nombreux jeunes avaient leur ordinateur portable ouvert, concentrés sur quelque chose. Des étudiants qui révisaient, des freelances qui travaillaient, des gens qui lisaient. Le café jouait le rôle de deuxième bureau. Une élève a fait remarquer à quel point il était impressionnant de voir les gens travailler si dur dans un café. Elle a dit qu'aux États-Unis, dans les cafés, les gens discutaient ou scrollaient sur leur téléphone, mais que les jeunes Français semblaient différents. J'étais d'accord. On sentait chez les jeunes Français une passion, une volonté d'accomplir quelque chose, un désir de grandir. Cette énergie semblait être la force motrice du pays. Le soir, les rues étaient encore plus animées. Les néons se sont allumés, la musique est devenue plus forte. Les gens sortaient des restaurants et des bars, remplissant les rues. Les élèves étaient complètement captivés par cette atmosphère. Pour le dîner, nous sommes allés dans un bistrot traditionnel, car les filles voulaient découvrir la gastronomie française. En entrant, une odeur de cuisine savoureuse nous a accueillis. Le serveur nous a gentiment expliqué la carte. Les filles étaient au début un peu intimidées par les plats comme le bœuf bourguignon ou les escargots, mais elles se sont vite laissées tenter. Après avoir goûté leur premier steak frites avec une sauce au poivre, elles n'arrêtaient pas de s'exclamer que c'était délicieux. Au moment de payer, nouvelle surprise. Pour 25 personnes qui avaient mangé un repas complet et copieux, la note était incroyablement raisonnable. Aux États-Unis, pour un repas de qualité équivalente, il faudrait prévoir au moins le double. Les élèves secouaient la tête, incrédules. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai discuté avec elles. Elles disaient qu'elles avaient vu tellement de choses en une seule journée que leur cerveau était en ébullition. Tout était différent des États-Unis, mais dans le bon sens. Une élève a dit doucement, « Je crois que je voudrais vivre en France ». C'était dit en plaisantant à moitié, mais son expression était sérieuse. Les autres semblaient partager ce sentiment. Elle prenait des photos de chaque coin de rue, observant les passants. Après le dîner, nous avons fait une dernière halte à Montmartre. Les élèves étaient émerveillés par l'architecture ancienne du Sacré-Cœur. En entrant, elles ont observé les gens prier en silence et se sont tenues tranquilles pendant un moment. C'était un moment de paix. Assises sur les marches devant la basilique, nous avons discuté. Les élèves ont passé en revue leur séjour, disant que c'était bien au-delà de leurs attentes. L'une d'elles a murmuré, « Avant de venir, je ne connaissais absolument rien de la France. Maintenant, c'est devenu mon pays préféré. » Elle a dit qu'elle devait absolument revenir, pour y rester plus longtemps. Toutes les autres étaient d'accord. Ces quelques jours leur avaient paru bien trop courts. L'après-midi, nous sommes retournés à l'hôtel pour récupérer nos bagages et prendre le bus pour l'aéroport. Les élèves portaient de lourds sacs de shopping, mais leur visage était radieux.
Elles riaient en disant que ce qu'elles avaient acheté en France deviendrait de précieux souvenirs. Le bus a démarré, et les filles ont regardé par la fenêtre, comme pour graver dans leur mémoire l'image de Paris qui s'éloignait. Quelqu'un a murmuré, « Je reviendrai, c'est sûr ». Nous sommes arrivés à l'aéroport Charles de Gaulle, l'endroit même où nous avions posé le pied quelques jours plus tôt. Mais l'état d'esprit des élèves avait complètement changé. La curiosité initiale avait laissé place à une profonde nostalgie. Lors de l'enregistrement, elles ont remercié le personnel. Notre séjour en France était vraiment merveilleux. L'agent leur a souri en retour, « Revenez quand vous voulez. Et merci d'avoir aimé la France. » L'avion a décollé. Par le hublot, la terre de France s'éloignait peu à peu. Les élèves contemplaient les lumières qui devenaient de plus en plus petites, avec un pincement au cœur. Certaines prenaient des photos, voulant conserver une dernière image de la France. Nous sommes arrivés à l'aéroport de New York le lendemain. Les parents étaient là pour les accueillir. Les élèves ont commencé à raconter leur voyage avec un enthousiasme débordant. Les visages des parents sont passés de l'inquiétude à la stupéfaction. De retour à l'école, un événement majeur s'est produit. Les élèves ont commencé à publier des photos et des vidéos de leur voyage en France sur les réseaux sociaux. Des dizaines de publications ont été mises en ligne en même temps. La réaction a été explosive. Leurs amis américains laissaient des commentaires stupéfaits, « Je ne savais pas que la France était un endroit aussi pratique et avancé. » Le nombre de vues a grimpé en flèche. La vidéo qui a eu le plus de succès était celle des rues la nuit. Une vidéo montrant une jeune femme marchant seule et en toute sécurité à 2 heures du matin. Les gens étaient choqués, commentant que c'était inimaginable aux États-Unis. La vidéo a dépassé les 2 millions de vues. La section des commentaires s'est remplie de réactions similaires. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça en Amérique? Beaucoup de commentaires étaient teintés d'autodérision, on se prétend la plus grande puissance mondiale, mais on n'est même pas capable de garantir une sécurité de base. L'intérêt pour la France a également explosé chez les parents. L'école a reçu une avalanche d'appels demandant que le prochain voyage scolaire ait lieu en France. Le nombre de parents souhaitant envoyer leurs enfants en France a considérablement augmenté. L'école m'a chargé de donner une conférence spéciale pour partager mon expérience en France avec les autres élèves et le corps enseignant. L'amphithéâtre était comble. Tout le monde était fasciné par cette petite nation européenne. Pendant ma présentation, j'ai raconté honnêtement ce que j'avais vu en France, l'efficacité des systèmes, le haut niveau de conscience citoyenne, et surtout, la chaleur et l'humanité envers les étrangers. Le public écoutait avec une attention intense. La session de questions-réponses a duré plus longtemps que prévu. La France est-elle vraiment si sûre? Comment est le système éducatif? Quel est le coût de la vie? Tout le monde voulait en savoir plus sur la France. Après la conférence, de nombreux élèves m'ont entouré, disant qu'ils voulaient en apprendre davantage. Certains m'ont dit qu'ils avaient commencé à regarder des séries françaises, d'autres qu'ils voulaient apprendre le français. Peu de temps après, l'école a commencé à préparer un programme d'échange avec la France. L'année prochaine, un nombre encore plus grand d'élèves devrait visiter la France. Les filles qui y sont allées donnent déjà des conseils à leurs camarades. Ce voyage, à l'origine anodin, a changé beaucoup de choses. La vision du monde des élèves a changé. Les projets de l'école ont changé. Les jeunes Américains ont commencé à s'intéresser à ce pays, la France. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec les élèves qui m'accompagnaient. Aucune d'entre elles n'a oublié son séjour en France. On me dit que certaines d'entre elles ont même postulé dans des universités françaises pour y apprendre le français. En 20 ans, j'ai visité plus de 40 pays, mais c'est la première fois que je vis une telle expérience. Je n'aurais jamais imaginé qu'un petit voyage puisse provoquer une telle onde de choc. J'ai ressenti, une fois de plus, la puissance que possède ce pays. La France est devenue, pour nous tous, un lieu inoubliable. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Le récit de ce voyage scolaire qui a bouleversé des lycéennes de l'élite new-yorkaise. Qu'en avez-vous pensé? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous ressentez. Si cette histoire vous a plu, si elle vous a rendu un peu fier, alors laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne.